Bonsoir et bienvenue sur les ondes de radio ici et maintenant. Auditeurs, auditrices, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir deux personnalités éminentes, Jean-Pierre Halali et Haïm Musican, auteurs et journalistes de renom. Leur collaboration a donné naissance à plusieurs ouvrages remarquables et ce soir, nous sommes réunis pour discuter de leur dernier projet intitulé « Les magnifiques figures extraordinaires du peuple juif ». Dans ce livre captivant, Les magnifiques dressent le portrait de 80 personnalités juives qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de leur époque. Jean-Pierre Halali et Haïm Musican, bonsoir et bienvenue sur Radio Ici et Maintenant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale ce soir. Pour commencer, ce qui pourrait intriguer nos auditeurs, ce serait que vous puissiez nous parler un peu peut-être de votre parcours personnel en tant qu'auteur et journaliste et aussi nous dire ce qui vous a amené à collaborer ensemble sur ce projet. Oui, écoutez, je suis un garçon qui suis né en Tunisie en 1939, donc il y a déjà un bail. Et j'ai fait une carrière de professeur de mathématiques, ce qui peut paraître bizarre effectivement quand on sait ce que j'ai fait par la suite. Et un jour, j'ai eu l'opportunité, à la demande d'un garçon qui s'appelle Salomon Malka, de prendre la direction d'un journal qui s'appelle La Terre retrouvée. Et depuis, je suis devenu journaliste. J'ai été notamment le rédacteur en chef d'un journal très connu qui s'appelle le Tribune Juive. Et je continue aujourd'hui d'être journaliste. J'ai également eu une carrière, on en parlera peut-être tout à l'heure, au Marais Calter, puisque j'ai fait à ses côtés une carrière de cinéaste. J'ai été premier assistant réalisateur d'un film qui s'appelle Tzedek les Justes. Et par la suite, Marais Calter m'a engagé pour diriger les universités françaises de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Vous voyez, ça fait quand même une carrière en dents de scie, mais quand même passionnante. Et il se trouve qu'indépendamment de ça, j'ai eu également un parcours au sein de la communauté juive et c'est en tant que responsable du CRIF que j'ai eu le plaisir de connaître Haïm Musican, qui a été longtemps le directeur général du CRIF. Et depuis, notre amitié a été consolidée. Contre vents et marées, nous sommes restés deux amis et nous avons écrit plusieurs livres ensemble, 4 livres ensemble. Donc voilà comment Haïm Musican et Jean-Pierre Halali sont devenus de magnifiques amis. Merci Jean-Pierre pour ces explications. Haïm, est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Écoutez, vous savez, c'est toujours très difficile de parler de soi. Alors moi, j'ai envie de dire qu'effectivement, avec Jean-Pierre, c'est une forte amitié, c'est une complicité qui remonte au siècle dernier et qui se consolide chaque jour. Alors, moi, de mon côté, après avoir fait des études de sociologie et de relations internationales, j'ai été amené à occuper différents postes de responsabilité. J'ai été le directeur du centre d'information Israël-Proche-Orient, qui avait pour but de mieux faire connaître la situation auprès du public français. Puis, pendant de très nombreuses années, j'ai été le directeur européen de l'organisation juive humanitaire, le Bébrit, et puis, comme Jean-Pierre l'a gentiment rappelé, le directeur général du CRIF. Et depuis, comme Jean-Pierre, on est officiellement des retraités, mais depuis qu'on est retraités, on n'a jamais été aussi actif. Donc, en ayant écrit 4 livres avec Jean-Pierre, j'en ai écrit d'autres de mon côté. Je continue à également avoir des émissions sur d'autres ondes que celles de Ici et Maintenant. J'ai envie de vous dire que de toute façon, pour Jean-Pierre comme pour moi, au fond, le mouvement, c'est la vie.
Et donc, nous sommes en pleine action. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces personnalités? Quels critères ont finalement guidé votre choix? Je vais répondre. Oui, Jean-Pierre. Vous savez, le peuple juif a produit des milliers et des milliers de personnalités de premier plan. Donc ce n'était pas facile de choisir 80 figures parmi les milliers de figures. On a adopté un système un peu mécanique. Chacun de nous, de son côté, a choisi une centaine de personnages et on se les a récités. Et chaque fois qu'on a trouvé un personnage qui était commun aux deux, on l'a gardé. Donc voilà comment on a fait. Cela dit, il est bien évident que il y a beaucoup de personnages qui manquent. Il y a des gens parfois qui nous disent dans des conférences, mais vous n'avez pas parlé de Sigmund Freud. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens dont on n'a pas parlé, mais on a fait un choix. Et puis on a voulu être éclectique, parler à la fois de gens qui sont vivants aujourd'hui et de gens qui sont du passé, des gens du domaine politique et des gens du domaine littéraire, de la chanson, de la poésie, de la science. Donc voilà comment on a fait. On s'est débrouillé pour trouver ceux qui étaient communs à tous les deux. Et Haïm, vous, comment est-ce que finalement vous avez élaboré votre liste? Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ben écoutez, je dirais qu'avec Jean-Pierre, ça fait peut-être, plus de 50 ans qu'on écrit des articles, qu'on a été amené à faire des émissions de radio. Et puis aussi, il se trouve que dans nos différentes activités, nous avons eu la possibilité de rencontrer des personnalités dont nous parlons dans le livre. Des personnalités aussi diverses que Robert Badinter ou Rick Azaray. Et donc tout à fait naturellement, avec Jean-Pierre, on s'est dit, on a envie de parler d'eux. Et puis je vais quand même révéler aux auditeurs de Ici et Maintenant un secret militaire. C'est que chacun avait un petit peu ses chouchous. Et moi, par exemple, l'une de mes chouchoutes, c'était Sandrine Kiberla. Je voulais absolument parler d'elle. Et non seulement j'ai réussi à ce que Jean-Pierre adopte l'idée qu'on parle d'elle, et en plus, elle est l'une des figures qui est en couverture du livre. Ce qui pourrait être également intéressant pour nos auditeurs ce soir, ce serait de savoir finalement qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire ce livre et quel message ou quelle vision souhaitez-vous transmettre à travers ces 80 portraits? Moi, je crois que le message qu'on veut transmettre, surtout par les jours et les temps que nous courons aujourd'hui où Israël et les Juifs sont particulièrement vilipendés, on assiste à une vague terrifiante d'antisémitisme, montrer au monde ce que les Juifs, tout en étant un tout petit peuple de 14 ou 15 millions d'individus, ce que les Juifs ont apporté au monde en tant que leader, que science, que, si vous voulez, le nombre d'inventions, le nombre de créations que les Juifs ont amené est sans commune mesure avec leur petit nombre. Donc je crois que le message, c'est de montrer au monde que ce peuple qui est souvent montré du doigt aujourd'hui pour toutes sortes de raisons, est en fait un grand peuple, un peuple éternel, un peuple magnifique. Oui, alors j'ajouterai, si vous me permettez, Morgane, qu'il y a deux petites remarques à faire. La première, c'est effectivement, comme le dit Jean-Pierre, un peuple magnifique qui est vilipendé, et c'est complètement faux, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être 15 millions de Juifs à travers le monde. On n'a pas malheureusement retrouvé le nombre de Juifs qui existait avant la Shoah, qui était autour de 16 millions. Et c'est complètement fou quand on pense à toute cette vague d'antisémitisme pratiquement partout, quand on pense qu'il y a au grand maximum 15 millions de Juifs à travers le monde, et qu'il y a plus de 8 milliards d'habitants sur notre planète. C'est complètement fou. Et ce que nous avons voulu faire aussi avec Jean-Pierre, c'est au fond transmettre un message d'humanité. Parce que nous avons parlé dans notre livre
de grands médecins qui ont découvert des vaccins, de quelqu'un comme Roland Moreno qui a inventé la carte à puce dont tout le monde se sert, bien évidemment. Enfin, de montrer que tout simplement que les Juifs, chacun dans des domaines que nous évoquons dans ce livre, eh bien, ils ont voulu apporter aussi une contribution au monde, une contribution à l'humanité. Alors justement, vous parlez de ce peuple montré du doigt depuis des décennies, et puis aujourd'hui encore on constate cette montée d'antisémitisme. Alors cet ouvrage, est-ce que justement ça n'a pas attisé certaines haines, certaines critiques, certains commentaires antisémites? Pas à ma connaissance, parce que le livre a été vraiment très bien accueilli, aussi bien dans les communautés juives que parmi les non-juifs. Je vous signale que la préface est due au grand rabbin de France, Chaim Corsia. Et à ma connaissance, au contraire, ce livre a permis de montrer dans les endroits où nous sommes passés, dans les différentes communautés, parmi les juifs et également parmi les non-juifs, combien le monde juif a apporté à la planète. Concrètement, pour les auditeurs qui nous écoutent, quelles sont les informations, les portraits qu'on peut lire et les choses qu'on peut apprendre, en tout cas en lisant Les Magnifiques? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le livre, c'est pas, disons, une thèse de 300 pages qu'on n'arriverait pas à lire. En fait, comme vous l'avez indiqué, Morgane, nous avons découpé le livre en 80 portraits. Et chacun des portraits, eh bien, c'est 5-6 pages, avec également des illustrations, des photos. Et ce que nous avons voulu, c'est faire en sorte que les lecteurs puissent être les plus nombreux, quel que soit leur âge, puisque, si vous voulez, nous sommes pas... c'est pas une thèse, et que tout ceci est raconté sous la forme effectivement d'histoire, parce que Jean-Pierre et moi, nous sommes plutôt des conteurs d'histoire, et donc c'est rempli à la fois, bien sûr tout est vrai, mais également d'anecdotes complètement inédites, ce qui fait que on peut apprendre des tas de choses avec le sourire, voire le rire, et que le livre est construit de telle façon, vous voyez, que l'on peut passer vraiment d'un chapitre à un autre, ou même sauter. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a aussi bien des gens comme Simone Veil, bien sûr. Il y a aussi des gens comme Félix Salten, qui est celui qui a écrit Bambi. Ou il y a encore Lévi-Strauss, l'inventeur du Blue Jean, ou il y a Young Pérez, le grand boxeur d'origine tunisienne. Enfin, si vous voulez, c'est pour vous dire que on ne peut pas s'ennuyer en lisant ce livre, parce que c'est vraiment un voyage qui est à travers le temps et à travers les pays et à travers, je dirais aussi, les vocations et les professions de ces 80 magnifiques. Alors Les Magnifiques, personnellement, ça m'a fait penser, voilà, un titre qu'on donnerait à des super-héros. Est-ce que c'est comme ça que vous considérez ces 80 personnalités qui figurent dans le livre? Et pourquoi d'ailleurs avoir choisi ce titre, Les Magnifiques? Je crois que le mot magnifique, qui est un mot d'ailleurs qu'on retrouve chez Michel Boujna dans un tout autre domaine, c'est vraiment l'adjectif qui caractérise le mieux les personnages dont nous parlons. On aurait pu dire les extraordinaires, les fabuleux, mais les magnifiques, c'est vraiment ça. Voilà. Il y a des gens incroyables. Je voudrais d'ailleurs signaler que nous nous sommes débrouillés pour qu'il y ait toutes les catégories de juifs possibles. Il y a des juifs séfarades, il y a des juifs originaires du monde espagnol, il y a des juifs ashkénazes, et il y a également énormément de juifs noirs, notamment les Hébreux noirs, notamment une ministre d'origine éthiopienne, Pnina Tamanoshata. Donc, si vous voulez, on a essayé de faire en sorte qu'on parle de toutes les sortes de juifs à travers les pays, à travers les langues, à travers les civilisations. Et ça montre vraiment comment ce peuple juif est magnifique.
En explorant la vie et la réalisation justement de ces personnalités, est-ce qu'il y a eu pour vous, Haïm ou Jean-Pierre, des découvertes ou des anecdotes surprenantes qui ont particulièrement retenu votre attention et que vous avez envie de partager avec nous? Oui, écoutez, je crois que on apprend tous les jours. Et bien évidemment, en faisant ce travail extrêmement fouillé, extrêmement sérieux, eh bien, je dirais que, bon, on savait des choses, bien évidemment, puisque nous avions écrit sur ces personnalités, où nous avions rencontré beaucoup d'entre elles, mais on a appris, je dirais que pratiquement dans chaque chapitre, si vous voulez, on apprend quelque chose. Vous voyez, c'est que c'est ça qui est étonnant. Alors, par exemple, il y a un chapitre qui est consacré à Albert Einstein. Alors, juste une anecdote. Hein. Bon, Albert Einstein, vous savez, le grand scientifique, mais sa passion, il avait deux passions. Une première passion, c'était de faire du vélo. Et la deuxième passion, c'était de faire du violon. Et avec qui il jouait? Il jouait avec la reine Elisabeth de Belgique. Vous voyez, donc c'est un petit peu ce genre d'histoire qu'on révèle dans notre livre. Mais Jean-Pierre a aussi tout son lot de découvertes, bien évidemment. Oui, tout à fait. Je voulais vous dire comment des choses parfois se sont passées. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans avec Marek Alter, donc pour faire du cinéma dans un premier temps et comme dirigeant des universités françaises de Moscou et de Saint-Pétersbourg. Et un jour, Marek Alter vient me dire « Écoute, je suis bien embêté, mon éditeur Robert Laffont me demande de faire un livre avec Shimon Peres. J'ai pas le temps. Est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « Quoi? Un livre avec Shimon Peres? Est-ce que ça m'intéresse? Mais c'est formidable !» Et voilà que Robert Laffont m'envoie en Israël et je rencontre Shimon Peres. Et évidemment, comme je lui parle pendant des journées et des journées, il est devenu mon ami. Et nous avons écrit ensemble un livre, vous vous rendez compte? J'ai écrit un livre avec Shimon Peres grâce à Marek Alter qui m'a demandé d'aller le remplacer pour écrire un livre. Vous voyez, la vie est pleine comme ça de hasards extraordinaires. Et un jour, Shimon Peres était à Paris et il me dit « Est-ce que tu connais Rika Zaraï ?» J'ai dit « Non, j'ai pas ce plaisir. » Il m'a dit « Écoute, je suis invité chez elle, viens avec moi. » Et c'est comme ça qu'on est allé chez Rika Zaraï et que j'ai connu Rika Zaraï. Vous voyez, le monde est fait comme ça, de rencontres inopinées, extraordinaires. C'est ça, les magnifiques. Comment les histoires de ces personnalités ont-elles été influencées par leur identité juive et comment est-ce que cela se reflète-t-il dans leur réalisation et leur héritage? Haïm ou Jean-Pierre, si vous pouvez répondre. Écoutez, vous savez, il y a tellement de diversité. Vous voyez, par exemple, allez, je vais revenir sur ma chouchoute, qui est Sandrine Kiberla, qui donc a des parents juifs. Alors, jusqu'à maintenant, on n'avait pas tellement pris en considération, on ne savait pas tellement de choses sur son identité juive. Eh bien, elle s'est révélée à travers un film qu'elle a réalisé, qui est sorti maintenant il y a 2 ans. Et dans ce film, qu'est-ce qu'elle a choisi comme sujet? Elle a choisi de parler d'une jeune fille qui veut être comédienne et si vous voulez, le cadre, il n'est pas tout à fait neutre. Le cadre, c'est la Deuxième Guerre mondiale, ça se passe à Paris, c'est l'occupation. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais je dirais que avec Jean-Pierre, on a un petit peu fouillé, on a recherché. Je vous donne un autre exemple qui est absolument passionnant et triste en même temps. Volinsky, le célèbre dessinateur de Charlie Hebdo, qui a été tué dans l'attentat que tout le monde connaît. Eh bien, on ne le sait pas toujours, mais c'est un juif qui est né en Tunisie. Et la tragédie s'est répétée puisque son propre père, qui était commerçant à Tunis, a été lui-même tué par l'un de ses ouvriers. Donc, vous voyez, c'est un petit peu ça qu'on a essayé de sortir.
Mais je voudrais également dire qu'on a essayé de faire l'équilibre entre hommes et femmes. Et parmi les femmes dont on a raconté la vie, il y a la célèbre Helena Rubinstein, qui a laissé son nom dans le monde, disons, de la beauté et du parfum, qui était elle-même une toute petite bonne femme. Et ça n'a pas empêché, par le biais de l'actrice qui s'appelle Vala, de venir vraiment du monde de la cosmétique. Et je crois que vraiment la variété des thèmes et des personnages montre combien le peuple juif est extraordinaire. Jean-Pierre Haïm, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou des défis auxquels vous avez finalement dû être confronté lors de la recherche et de la rédaction de ce livre? Et comment est-ce que vous avez réussi à surmonter ces défis? Non, on n'a pas de difficultés. Oui. Par contre, ça nous a amené à énormément nous documenter, à lire énormément de livres. Sur chacun des personnages, on a dû lire 5 ou 6 ou même 10 livres. Et d'ailleurs, à la fin de notre livre, il y a une bibliographie sélective particulièrement lourde qui montre combien nous avons été amenés à nous documenter. Écoutez, j'ajouterais qu'avec Jean-Pierre, on a cette qualité peut-être, ou ce défaut, qui est que nous, on aime bien fouiller, on aime bien chercher, donc on a bien sûr beaucoup travaillé pour faire ce livre, mais je crois qu'effectivement le plaisir qu'on peut avoir, c'est toujours le plaisir de la découverte. Et donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, Morgane, il n'y a pas eu véritablement de difficulté. Je dirais que ça a été pour nous deux une somme de travail, mais je dirais dans l'harmonie la plus totale, et je dirais avec de sourire aussi. Comment est-ce que vous percevez, Jean-Pierre Haïm, l'importance de préserver et de célébrer l'héritage culturel et historique du peuple juif à travers justement des récits comme ceux qui sont partagés dans les Magnifiques, surtout dans le contexte actuel? Alors je pense que vous y avez quand même un petit peu répondu tout à l'heure, mais si vous pouvez développer un peu vos idées sur la question. Ce dont je suis sûr en tous les cas, c'est que nous aurons une nouvelle édition et que nous allons ajouter un certain nombre de personnages qui nous ont été demandés par le public que nous avons rencontré. Et il y a d'ailleurs des personnes, vous savez, quand vous allez dans un ensemble de juifs marocains, ils vous disent pourquoi vous n'avez pas parlé des Marocains. Si vous allez chez les Tunisiens, pourquoi vous n'avez pas parlé des Tunisiens. Donc chacun a envie qu'on parle de sa communauté. Et je pense que dans une prochaine édition vue et augmentée, on va contenter tout le monde. Oui, je crois que Jean-Pierre a tout à fait raison. C'est que, vous savez, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a tous les jours, on apprend qu'il y a des nouveaux talents, qui sont juifs ou d'origine juive. Et je crois, Morgane, qu'au fond, vous avez soulevé la question qui est aujourd'hui... dans le monde dans lequel nous vivons, je crois qu'il est important, sans aucune prétention, mais de dire ou de rappeler quel est l'apport ou quel a été l'apport des Juifs à l'humanité. Et je crois aussi que, si vous voulez, que aussi une petite remarque sur la forme. C'est-à-dire que malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens lisent de moins en moins. Pas tous, mais certains par rapport à d'autres générations. Pour certains, c'est la génération de Netflix. Pour d'autres, c'est la génération de l'iPhone. Et pour d'autres, c'est la génération de TikTok. Et l'une des expériences qu'on a eues avec Jean-Pierre lorsque l'on a présenté notre livre, c'est qu'on a eu une grand-mère qui est venue nous voir et qui est venue nous dire: vous savez, mon petit-fils a 15 ans, il ne lit que les mangas. Est-ce que vous pensez que votre livre pourrait l'intéresser? Et on lui a dit oui. On lui a dit oui dans la mesure où, vous voyez, c'est des histoires très très courtes et également des histoires qui peuvent l'intéresser et lui parler, puisque on parle aussi bien du
du fondateur de Facebook de scénaristes connus comme Goscinny, le papa d'Astérix, le papa de Lucky Luke. J'aimerais savoir si vous aviez envie de commenter un peu l'actualité du moment aussi, si vous aviez des choses à nous dire sur ces sujets qui nous entourent. Écoutez, l'actualité est absolument terrifiante. Le 7 octobre, les Israéliens ont subi un pogrom absolument inouï. Ils essayent de protéger leur pays, ils essayent de se défendre et on les accuse de génocide. C'est vraiment le monde à l'envers. Nous vivons une époque invraisemblable et il est temps que le monde change de façon de voir, car le peuple juif est un peuple extraordinaire, un peuple magnifique. La renaissance de l'État d'Israël a été un miracle exceptionnel qui ne se renouvellera jamais. Et je crois qu'il faut que le monde entier comprenne que les Israéliens sont dans leurs droits et que défendre sa patrie, défendre ses enfants, défendre ses familles, c'est le droit le plus élémentaire. Et il faut que le monde entier change d'avis et devienne l'ami et l'admirateur d'Israël. Écoutez, moi je voudrais ajouter que ce que nous vivons actuellement, ici et maintenant, sans faire de jeu de mots, est assez terrifiant parce que nous faisons partie d'une génération qui pensait qu'après Auschwitz, l'antisémitisme disparaîtrait. Et nous pensions qu'avec la fondation de l'État d'Israël, qui, avant même d'être créé, avait été menacé d'extermination par ses ennemis arabes. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler une chose qu'on ne connaît pas toujours, à savoir que les Nations Unies avaient voté en 1947 le partage de la Palestine en deux États, un État juif que David Ben-Gurion a accepté, qui était tout à fait minuscule, et un État arabe. Et ce qu'on n'a pas toujours en mémoire, c'est que les pays arabes ont attaqué Israël et ont occupé les territoires qui auraient dû être dévolus à l'État arabe en Palestine. Donc, il faut se souvenir que ceux qui ont occupé les territoires, eh bien, ce sont les Jordaniens et c'est les Égyptiens. Et donc, on assiste à une situation où ce tout petit État qui est minuscule, qui est aussi grand que 3 départements français, est constamment attaqué, assiégé. Le pogrom, le massacre qui a commencé le 7 octobre et la guerre de riposte, de défense d'Israël depuis 1948, c'est la 12e guerre d'Israël, 12. Et puis, je dirais que malheureusement, le roi aussi est nu dans le monde entier parce que il y avait ceux qui, depuis certaines années, cachaient leur antisémitisme en employant un mot codé qui était le mot antisioniste. Et puis on voit un peu partout, y compris malheureusement dans notre pays, et il ne suffit pas pour cela de faire des manifestations comme celle du 12 novembre, que l'antisémitisme se réveille sans aucun complexe. Je prends le dernier exemple où hier, une étudiante juive à Sciences Po n'a pas pu participer au cours, a été molestée. Voilà, malheureusement, en 2024, eh bien, on est en train de vivre des scènes en France, ailleurs, qui ressemblent un petit peu, malheureusement, à ce qu'on a connu dans les années 30, et on sait ce qui est arrivé par la suite. Est-ce qu'il y a peut-être une question que vous auriez souhaité que je vous pose, que je n'ai pas eu l'occasion de poser par rapport à l'ouvrage Les Magnifiques, s'il y a voilà, des choses que vous n'avez pas dites et que vous souhaitez partager avec nos auditeurs, eh bien, Jean-Pierre et Haïm, on vous écoute. Magnifiques sont édités par les éditions Glyph, donc on peut les trouver dans toutes les librairies, et bien évidemment, ça peut être commandé sur Amazon ou Fnac.com. Merci Haïm. Est-ce que Jean-Pierre, vous souhaitiez ajouter quelque chose ? Oui, je vous disais que
malgré toutes les misères que nous subissons, nous restons debout et nous resterons toujours debout. Eh bien, bravo à vous et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme l'a rappelé Haïm, Les Magnifiques est disponible dans toutes les librairies de France, aux éditions Glyph. Les Magnifiques dressent donc, comme vous avez pu le comprendre, le portrait de 80 personnalités juives qui ont laissé une empreinte importante dans l'histoire de leur époque. Vous pouvez dès maintenant vous procurer cet ouvrage de Jean-Pierre Allali et Haïm Musican. Encore merci et j'espère à une prochaine Merci fois à vous. sur Radio Ici et Merci à Maintenant. vous. Merci, passez une excellente soirée, à bientôt.